Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission African People Podcast. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Nabou Tal. Merci beaucoup, Madame, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Amadou. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Qui est Madame Fall? Parlez-nous de votre parcours, s'il vous plaît, Madame. Alors, déjà, je suis une maman. Mon parcours, c'est l'histoire d'une personne, d'une femme qui veut transformer le monde et surtout transformer le monde et transformer la position de la femme en Afrique en général. Comment est-ce que je l'ai fait? En commençant au travers de ma carrière, mes études, j'ai passé un diplôme d'ingénieur en informatique. Je suis ingénieur en informatique. Ensuite, j'ai eu un master en finance. J'ai eu la possibilité d'aller faire des certificate studies, des executive certificate à Harvard Business School aux États-Unis. J'ai pu me certifier en tant que coach parce que j'aime bien accompagner les personnes. Et le cours de ma carrière s'est fait essentiellement dans les télécommunications où j'ai dirigé plusieurs entreprises. J'ai été recrutée à des postes de chef de division marketing, ensuite directeur marketing commercial, et ensuite directeur général, adjoint et directeur général. Donc, lorsque j'ai évolué tout au long de cette carrière dans les télécoms, j'ai créé ma propre entreprise il y a 13 ans en RDC à Kinshasa où je vivais. Donc, une entreprise s'appelle Viséo, qui était une agence, qui est toujours d'ailleurs une agence de communication et de relations publiques. Et ce qui me caractérisait au long de ma carrière, c'est que quand j'ai eu les opportunités, j'ai toujours donné la chance aux jeunes femmes d'être recrutées, d'avoir les mêmes positions et les mêmes opportunités que les hommes au niveau du recrutement, de la formation et de l'avancement, parce que j'ai rencontré des femmes brillantes que j'ai encadrées, que j'ai mentorées et que j'ai suivies. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de ces femmes qui certainement vont nous suivre, qui sont là, qui sont des directrices, qui sont des chefs de division, qui sont des chefs d'entreprise et qui ont pu faire aussi leur chemin. Et je continue sur cette lancée d'accompagnement à travers le coaching, à travers le mentoring, à travers l'écriture, parce que j'écris des livres aussi. Et j'ai un blog depuis 2009, donc ça fait un peu longtemps. Donc voilà. Bien ça. Comment définissez-vous la femme africaine, madame? La femme africaine, c'est la femme résiliente, la femme courageuse, mais c'est surtout la femme victorieuse, la femme qu'on doit prendre depuis la nuit des temps, dans son histoire, en passant par la charte du Mandane, dans la charte du Kouroukan-Fouga, dans l'empire du Mandé, on disait qu'il fallait donner autant de sièges au conseil aux hommes qu'aux femmes. Donc, la femme, dans l'Afrique précoloniale, avait une place très importante. On a de nombreuses femmes africaines guerrières. On a Yaa Santewa, on a les Minos d'Abomey, qu'on appelle les Amazones d'Abomey. Oui. On a Taïkul d'Éthiopie, qui a régné en Éthiopie. Récemment, j'ai découvert des dames au Kenya, je ne connaissais pas leur histoire, qui ont eu des parcours guerrières. Donc, on a énormément de femmes dans l'histoire de l'Afrique qui étaient des femmes puissantes. Et la femme africaine puise son courage, je pense, dans toute cette histoire-là. La femme africaine telle qu'elle est décrite par les médias occidentaux, parce que notre histoire, ce n'est pas nous qui l'écrivons, que ce soit les hommes africains comme les femmes africaines, l'histoire des Africains est écrite par les autres. C'est aujourd'hui seulement, maintenant qu'il y a des émissions comme le African People Podcast, comme il y a des événements, et on est en train de prendre la parole pour posséder notre narratif et notre histoire. Bien et c'est ce narratif qu'on possède qu'on nous permet de montrer une image autre des femmes africaines entreprenantes, des femmes africaines courageuses, des femmes africaines dynamiques. Ce qui peut être assez anachronique, c'est que ce qui peut nous freiner, ce sont les traditions, certaines traditions que nous avons, qui sont préjudiciables et dommageables pour l'intégrité physique, des fois, de la femme africaine. Donc, ce sont sur ces problématiques-là que nous mettons l'accent et que nous avons, nous parlons, ou je fais partie des personnes qui osent, parmi tant d'autres, bien sûr, dire qu'il faut arrêter. Je ne suis pas du tout pour l'excision, je ne suis pas pour le mariage forcé, je ne suis pas pour beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que ça marchait au temps de nos parents, mais je pense qu'aujourd'hui, l'environnement est différent. On doit évoluer de la même façon que notre environnement évolue.
Alors, madame, qu'est-ce que vous voulez dire si vous disiez que la femme africaine est l'une des femmes la plus autonome et la plus indépendante qui soit? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça, madame? Pour moi, la femme africaine, elle a toujours été le socle de la famille, le soutien de la société. On dit, il y a un proverbe malinké qui dit « Ce que dit la barbe vient de la tresse ». C'est-à-dire tout ce que l'homme dit la nuit, le matin, c'est souvent sa femme qui lui a donné le conseil la nuit. Les femmes ont un pouvoir stratégique. Il faut arrêter de penser que les hommes, vous, et moi je discutais avec un ami dernièrement, il me disait c'est vrai, tu as raison ce que tu dis. Je dis les hommes souvent, ils ne se rendent pas compte que même quand c'est leur femme qui leur donne des idées, ils n'osent pas dire non, ça vient de ma femme. Alors que c'est la femme qui leur a donné l'idée ou leur fille, mais ils vont faire comme si l'idée venait d'eux, alors que l'idée ne venait pas d'eux, l'idée venait de leur femme ou de leur fille ou de leur mère. Ils réagissent en fonction de cette idée-là et après, ils disent oui, tu sais, j'ai eu cette idée, sans se rendre compte que c'était en discutant avec leur femme la nuit que cette idée leur est venue ou que c'est leur femme. Et vous le savez, même vous le faites aussi. Oui. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est important. C'est ça le pouvoir de la femme africaine. On a un pouvoir, c'est nous qui nourrissons. C'est nous qui donnons à manger. Si on veut vous empoisonner, on vous empoisonne. C'est nous qui tenons les rênes de la famille, qui élevons les enfants, qui éduquons les enfants. C'est nous qui inculquons les valeurs aux enfants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que de donner la vie, d'éduquer et de transmettre les valeurs? Là c'est bien, madame. Donc, parlons le cas du Rwanda, madame. Est-ce que les autres pays africains doivent prendre l'exemple du Rwanda avec plus de 50% des femmes parlementaires? Évidemment, le Rwanda, c'est l'exemple, et c'est l'exemple à suivre. Et on attend. Mais pourquoi est-ce que 50% de la planète est féminine et pourquoi est-ce qu'il doit y avoir que 10% de femmes au pouvoir? Bien sûr. Et vous avez vu comment le Rwanda tourne. Moi, j'étais au Rwanda au mois de février, mars, j'étais à Kigali. Kigali, c'est un autre niveau, hein, excusez-moi. Oui. Ça marche. Ça marche. Ça marche, Kigali. Quand tu arrives à l'aéroport, les procédures sont claires. On ne tolère pas beaucoup de choses que nous tolérons dans d'autres pays. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que le Rwanda a compris qu'en intégrant les femmes dans la gouvernance, on a d'autres résultats. Ça permet de promulguer les lois égalitaires. Le Rwanda a appris que tous les hommes naissent égaux et libres en droit. Quand on dit tous les hommes, c'est hommes et femmes. Et donc, les droits doivent être les mêmes pour les hommes et les femmes. L'accession à des fonctions parlementaires, l'accession à des fonctions législatives, l'accession à des fonctions de gouvernance ministérielle et aussi des opportunités au niveau des entreprises. Donc oui, c'est ce que nous devons faire. Le seul problème, c'est que les femmes n'osent pas. Et le problème fondamental à régler, c'est le problème de la confiance en nous. Parce qu'on nous a vendu, dès l'enfance, on a grandi avec des stéréotypes où, quand tu grandis, on te dit, une femme ne fait pas ça, une femme ne doit pas être ceci. Et on grandit avec tout ça dans la tête, ce qui fait que nous n'osons pas. Quand on doit se présenter à un poste, on a toujours peur, on veut toujours être caché et en retrait. Et mon combat aujourd'hui, c'est que les femmes soient visibles, se positionnent et qu'on sache que voilà, il y a telle jeune femme qui fait ça, il y a telle jeune femme qui organise par exemple le Women's Meeting Day à Conakry, Fatoumata Diallo qui l'organise par exemple. C'est important qu'on sache qui fait quoi de façon à leur donner de la visibilité, de façon à ce qu'elles puissent être des modèles et des exemples pour les autres et de façon à ce que le jour où il faut choisir des personnes qui peuvent réellement transformer, qu'on prenne des personnes qui ont une expérience et une expertise. On doit sortir du tout politique, prendre des gens parce qu'ils militent dans un parti comme on le fait. On doit prendre aussi des gens qui ont de l'expérience terrain et qui sont vraiment des hands-on people, on the ground, doing things. Yes, that's good. Alors, bien ça, madame. Alors, pensez-vous qu'il est temps que les femmes africaines soient sur la table du pouvoir? Mais même si on ne nous appelle pas à la table, comme dirait une dame que je connais, je ne sais plus qui a dit ça, on va prendre une chaise pliante pour venir s'asseoir à la table. On va prendre le pouvoir. Elle disait, il ne faut pas que les hommes s'inquiètent. Hein. Aujourd'hui, moi, en février, j'étais à Addis Abeba pendant l'Union africaine. On était avec ces dames, avec Maman Joyce, Joyce Banda, avec Maman Hélène Johnson Sirleaf, avec ces dames qui ont servi. On se rend compte que en discutant, on n'a plus que Saleh Work-Zede, on n'a plus que la présidente du Malawi, de l'Éthiopie. Nous n'avons plus de... Et on a Jewel Taylor au Libéria, qui est vice-présidente.
Mais il faut que nous ayons plus de femmes aux tables de décision. Oui, oui. Alors pensez-vous que les politiciens doivent faire pression sur les législateurs et les politiques pour l'admission des femmes dans les instances politiques? Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Au-delà de faire une pression, il y a la législation, mais il y a des problèmes fondamentaux et des changements qui doivent se faire au niveau de la société, au niveau des mentalités. Il y a des transformations qui doivent se faire très, très profondes. Ce n'est plus qu'un problème législatif. On a maintenant un quota à 30%, mais ces quotas ne sont même pas remplis parce que les femmes n'osent pas se présenter. Donc le travail, ce n'est pas seulement, il y a tout l'aspect législatif et juridique, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect à la base où on doit apporter de la formation, du renforcement de capacité, du coaching, et une vraie transformation, mais pas seulement des femmes, mais aussi des hommes qui doivent se sentir en sécurité. Il a été prouvé que les économies africaines gagneraient des milliards de dollars de plus si les pays étaient égalitaires. Est-ce que vous avez vu un oiseau qui vole comme ça? Non. Un oiseau, il vole comme ça, avec deux ailes. Une seule aile, seulement les hommes, c'est pas possible. Oui. C'est un exemple très frappant, Madame la directrice. Donc, parlons des guerrières. Comme vous l'avez si bien mentionné, Madame, avant l'arrivée des colons, les femmes assumaient des fonctions bien importantes. Et aussi, il y avait des reines guerrières. Quel regard portez-vous sur ça? Vous avez donné l'exemple du cas de l'Afrique du Sud, du cas de la Sierra Leone, ainsi de suite, Madame. Quel regard portez-vous sur ça? Alors, le regard que je porte, c'est nous devons nous réapproprier notre histoire. Notre histoire, nous, on n'a pas appris notre histoire. C'est maintenant, en grandissant, qu'on découvre notre histoire. J'ai un livre ici qui a été écrit par une amie qui s'appelle Sylvia Servin, Reine d'Afrique. Il y a aussi un autre livre qui a été écrit par une autre dame que je connais bien, Awali, sur les reines d'Afrique, les femmes d'Afrique qui ont régné. Il y a de plus en plus d'initiatives, d'histoires qui sont racontées. Nous devons transformer nos curricula et écrire nos propres curricula scolaires, de façon à ce que nos histoires soient intégrées, mais pas seulement l'histoire des rois, mais aussi l'histoire des reines. Oui, l'histoire des reines, c'est ça. Voilà, donc il y a les Candace de couche, on parle souvent. Il y a Njinga Banda dans le royaume Congo. Il y a la mère de Shaka Zulu. Il y a la reine Galifuru. Il y a Aline Sitoé Diatta, Ndateya Laboch au Sénégal. Il y a la reine, il y a princesse Yenenga. Donc, il y en a tellement qu'on a dû découvrir ça dans des livres en grandissant, déjà adultes, qu'on connaisse cette histoire. Parce que nous, pour nous, c'était les reines occidentales. Et même les reines d'Égypte, finalement, quand on voit bien, ce sont des reines africaines. Les reines d'Égypte sont des reines africaines. Oui, bien sûr, ce sont des africaines. Exactement. Oui, ça c'est vrai ça. Donc, est-ce qu'il est temps que les femmes africaines parlent le destin de l'Afrique en main? Le destin de l'Afrique. On a laissé la chance aux hommes, mais je ne pense pas que ce sont les femmes seules qui peuvent le faire. Bien nous, sûr. On n'est pas comme les hommes. Nous sommes prêts à être ensemble. On doit créer des synergies avec nos frères, nos maris, nos fils, nos pères. Ce n'est pas nous seuls. On a vu que seuls les hommes n'ont pas réussi. Le seul pays où ça commence à marcher, c'est qu'on a impliqué les femmes dedans. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est le Rwanda. Quand on parle du Rwanda, on parle quand même d'un pays qui arrive à se différencier des autres. Donc, c'est un travail d'équipe. Mais si dans une équipe de foot, il y a des membres, la moitié des membres n'est pas dans l'équipe, comment voulez-vous que l'équipe soit gagnante? C'est pas facile. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui disent que la femme africaine n'est pas capable? Et moi, je pense que la femme africaine, elle est capable. Surtout quand on lui donne des bons matériels. Qu'est-ce que vous pensez à ça, madame? Je ne vais rien leur dire parce que si on n'était pas capable, ils ne seraient pas nés. Si leur mère ne les aurait pas nourris, donc je ne réponds même pas parce que c'est un non-événement de dire ça. Ce n'est pas quelque chose qui mérite réponse. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à m'expliquer. Ils ne sont pas nés d'une vache ni d'un animal, ils sont nés d'une mère et cette mère est sûrement une femme africaine. Et si nos hommes, nos frères ne nous soutiennent pas, ce n'est pas les autres de l'extérieur qui vont venir nous soutenir. Bien sûr. Donc, parlons du Covid-19, madame. Vous savez très bien, cette pandémie, c'est vraiment triste, madame. Donc, quel regard portez-vous sur les femmes africaines, surtout avec cette pandémie du Covid-19? Les femmes africaines ont beaucoup perdu. Oui. On a eu beaucoup, parce que nous sommes 80% des femmes commerçantes sont du secteur informel et dirigées par les femmes.
les petites commerçantes, nos mamans qui vendent au marché, nos grands-mères qui sont nos tantes, et elles ont perdu beaucoup de revenus parce qu'on ne peut pas sortir, on fait attention, les gens ont peur. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que les États mettent en place, et ça, je veux dire, je ne l'invente pas. J'ai suivi récemment une réunion avec Madame Fumzile, la directrice de UN Women, qui le dit, il faut des packages, des stimulus packages, des packages qui vont permettre d'accompagner ces femmes. Donc, pour qu'elles puissent se redresser, on recommence à zéro. Imaginez dans les campagnes ici, moi je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les femmes qui sont dans les champs de cacao, il n'y a rien qui s'est passé. Comment est-ce que les gens font pour subvenir à leurs besoins? Donc, ce que je dis, si le Covid-19 ne nous tue pas, c'est la faim qui va nous tuer en Afrique. Donc, on ne peut pas, on doit prendre des mesures pour aider. En Côte d'Ivoire, il y a quand même eu des packages qui ont été faits pour le secteur informel, des petits montants qui vont être mis, et c'est déjà mieux que rien. Il y a tout un processus qui a été mis en œuvre par le gouvernement pour aider le secteur formel, mais aussi le secteur informel. Voilà. Donc, selon vous, quel conseil donneriez-vous à la jeunesse africaine, en particulier les femmes? Alors, je ne donne pas qu'aux femmes, je donne aussi aux hommes, parce que je ne peux pas parler qu'aux femmes. Pour que l'action sur les femmes ait de la valeur, il faut que les hommes aussi soient impliqués. Mes chers frères, mes chères sœurs, petits frères, petites sœurs, mes enfants, je ne sais pas, mais ce que je pense, c'est que vous devez travailler ensemble. On ne peut pas construire une maison sans fondation. On ne peut pas construire une maison seulement avec un maçon s'il n'y a pas de charpentier. On est une équipe pour construire une maison. Notre Afrique, c'est une maison. S'il n'y a pas de toit, s'il y a seulement ça, la femme peut être le toit, l'homme peut être les fondations. Donc, construisons ensemble. N'ayez pas peur. Les hommes ont peur. Oui, les femmes veulent montrer que quoi. On ne veut rien montrer du tout. C'est un travail d'équipe. On a vu où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Afrique. Je suis désolée, on n'a pas accompli des miracles. On est des pays encore très sous-développés. On a laissé la chance aux hommes. On a vu comment ça s'est passé. Maintenant, laissons la chance à des équipes égalitaires où les femmes et les hommes ont la place ensemble, où les perspectives sont différentes, où les idées sont différentes. Les pays dirigés par les femmes pendant le coronavirus s'en sont sortis beaucoup mieux que les pays dirigés par les hommes. Regardez ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande avec Jacinda Ardern. Oui. En Allemagne, à Taïwan, tous ces pays sont dirigés par des femmes membres du chef du gouvernement. Elles avaient plus d'empathie parce qu'elles ont dirigé avec un style féminin. Plus d'empathie, plus d'écoute, plus de communication. Ça, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai ça. Avez-vous quelque chose à rajouter, madame, avant qu'on termine cette émission? Oui, je vais vous dire d'abord merci. Merci, Amadou, de m'avoir invité. C'est très gentil et félicitations pour cette belle émission. Parce que c'est important qu'on possède notre narratif. Nous-mêmes, Africains, qu'on soit femmes, hommes ou autres, on n'a pas des plateformes comme ça pour venir parler de notre histoire, parler de nos façons de voir, parler de nos perspectives. Personne ne va nous donner la parole. Donc, merci vraiment et félicitations et bonne continuation à African People Broadcast. Et mon dernier mot de la fin, c'est donnons-nous la main pour construire une Afrique où l'oiseau va voler avec les deux ailes. Un oiseau ne vole pas avec une seule aile. Une maison sans toit n'est pas une maison. Donc, on ne peut pas construire que les femmes ou que les hommes. Ce n'est qu'ensemble qu'on va construire. Et il faut que les jeunes femmes prennent leur destin en main. Elles sont capables, elles doivent se mettre au travail. Elles se sont déjà mises au travail. Elles sont formées, informées. Et les hommes doivent accepter et être tolérants et accepter que les femmes les accompagnent pour construire une Afrique gagnante et prospère. Voilà. Merci beaucoup, madame la directrice, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Amadou. Merci à toi et bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission African People Podcast. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur mes comptes sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Alors là, vous ne manquerez jamais une autre émission. Merci beaucoup. À la prochaine.